Sophie, vous avez été élue présidente du MEDEF en fin d'année dernière. C'est donc votre première AG ce soir. Pourquoi le choix de la transition écologique et économique C'est un choix, on ne peut plus passer à côté. C'est pas pour demain, c'est pas en 2050, c'est aujourd'hui, c'est déjà hier. Nos entreprises, elles se modernisent, elles se transforment, et ça, on le savait peut-être pas assez. Donc, je pense que c'est notre priorité. C'est Geoffroy qui m'en a parlé le premier et il m'a dit Sophie, c'est l'occasion, c'est chouette, t'es élue, vas-y, tu peux y aller, t'as mon soutien. Et d'avoir le soutien du national pour le faire en départemental, j'ai trouvé ça génial. Pierre, je remercie Pierre Streff qui est là, qui est président de la CCI, qui nous accompagne aussi sur ce choix-là, parce que c'est avec la CCI, c'est tous ensemble qu'on va y arriver à faire cette transition. Et c'est ma priorité, la transition écologique et économique. Économique, je vous le répète encore, je vais le répéter toute la soirée, mais si on ne gagne pas d'argent dans l'entreprise, on ne pourra pas faire cette transition écologique. C'est une des priorités de votre mandat ? C'est une des priorités. Ma deuxième priorité, vous le savez, c'est l'inclusion. C'est un sujet qui me porte à cœur. Les jeunes éloignés de l'emploi, c'est quelque chose que j'aime. J'aime bien les voir travailler, les voir dans les entreprises et pas à l'extérieur. Et je pense que tous ensemble, en partageant nos bonnes pratiques, on peut en avoir plus chez nous. On a tous des problèmes de recrutement, on en a tous besoin. À nous de savoir les attirer. On essaye de le faire. On est très attractif en Isère. Et c'est un travail au quotidien. C'est ma deuxième priorité. Un petit mot sur le MEDEF Isère, comment il se porte ? Le MEDEF Isère, il se porte bien. On n'a jamais eu autant d'adhérents. Donc, merci à tous. Ça ne fait qu'augmenter pourvu que ça continue. Je remercie le travail de mes 4 vice-présidents, de mon directeur général et de toutes mes équipes. J'ai vraiment la chance d'avoir des équipes qui sont très bienveillantes, qui vont vers les autres. Les 2 années de Covid ont été très compliquées parce qu'on n'a pas pu se rencontrer, on n'a pas pu se voir. On a quand même une petite épée de Damoclès parce qu'on nous dit que ça revient, ça revient. On a envie de se rencontrer, donc on fait quand même attention. On a plein de sujets qui sont arrivés avec la Covid, qui ont changé un peu la donne de la face. Mais ça va bien au MEDEF et on est très content d'avoir ce soir Geoffroy Roux de Bézieux qui vient. Et ça, c'est très important pour nous tous. Un petit mot avant de l'accueillir sur scène sur la situation des entreprises iséroises. Alors, la situation, elle est bonne de nos entreprises. Elle est très bonne. On a simplement un problème de recrutement, je vous l'ai dit. Et puis, on a quand même une hausse des coûts de matières premières. On a plus 30, plus 35% de hausse. Donc, c'est quand même... Est-ce qu'on va répercuter plus 35% à nos clients ? Je pense qu'ils vont faire la gueule, nos clients. On risque d'avoir des grèves et ça, le monsieur le préfet ne sera pas très content. On a cette problématique de hausse qu'on n'arrive pas à répercuter aujourd'hui. Il faut qu'on trouve des solutions. Et néanmoins, on doit se transformer aussi. Alors, on ne peut pas tout faire en même temps. C'est un peu compliqué, on a besoin d'être rassuré et le MEDEF est un peu là pour ça. On est tous dans la même problématique, mais ensemble, on va y arriver. Eh bien, merci Sophie pour cette introduction. Vous restez avec moi puisqu'on va accueillir l'autre président du MEDEF présent ce soir, Geoffroy Roux de Bézieux. Bienvenue sur la scène d'Altexpo. Obligé de montrer Sarko aussi. On montre tout, on cache rien. On l'arrête quand on veut, ça y est. Sophie, vous l'avez dit, c'est une fierté d'accueillir le président du MEDEF national pour cette AG ici à Grenoble. Oui, c'est une très grosse fierté. Je suis très contente. Je sais qu'il a un emploi du temps complètement dingue. En plus, avec ce qui se passe en ce moment, il devrait plutôt être à Paris, ça je le sais. Et il a priorisé parce que c'est dans les départements. Il se passe pas grand-chose à Paris, tu sais. C'est bien mieux ici. Donc merci qu'il soit là ce soir avec nous. Bon, on aura la possibilité tout à l'heure de prendre quelques questions dans la salle. Sophie l'a dit, on va parler de transition écologique et économique au cours de cette soirée. Mais j'ai envie de commencer, Geoffroy Roux de Bézieux, en parlant politique. Comme vous le dites, il ne se passe pas grand-chose en ce moment à Paris et au niveau national, mais on va quand même en parler. On sort d'une séquence électorale qui a été longue. On pensait qu'à la date de l'AG du MEDEF, le 23 juin, les choses seraient réglées, qu'il y aurait un cap assez clair pour la France pour les 5 prochaines années. C'est loin d'être le cas. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation assez inédite ? Bonjour à tous. D'abord, vous dire le plaisir que j'ai d'être là dans ce département qui est quand même une terre d'entrepreneurs, de technologie, d'industrie. J'étais au CEA tout à l'heure, quand même assez bluffant
qui se passe, et ça reste vrai depuis 30 ans. La dernière fois que j'étais là, c'était pour le congrès, dans la même salle d'ailleurs, hein, le congrès des remontées mécaniques. Et c'était juste le lendemain de l'annonce de la fermeture des stations pour Noël. Donc j'ai passé pas loin du goudron et des plumes, même si j'y pouvais rien. Mais ils m'ont quand même bien accueilli. Donc je suis très content d'être ici. Monsieur le préfet, monsieur le maire, merci de nous accueillir. Alors, je pourrais être taquin et vous dire, au fond, tout ça est une très bonne nouvelle parce que, avec le Parlement qu'il y a, il va y avoir très très peu de lois qui vont être votées. Donc on va être peinard pendant 5 ans. Et vu la capacité extraordinaire de ce pays à créer des lois sur des lois avec des décrets qui ne sont pas publiés, etc., on sait que c'est pas si mal. Hein. Vous connaissez la statistique. Quand la Belgique n'a pas eu de gouvernement pendant, je crois, 18 mois, c'est le meilleur taux de croissance qu'ils aient jamais eu pendant très longtemps. Bon. Mais quand même, on a besoin de quelques réformes. On a besoin d'un cap. On a cette transition, on va en parler longuement, débattre avec le maire tout à l'heure, qui est absolument indispensable, sur lequel il faut agir. Et puis, on a quelques nuages noirs à l'horizon. Alors, la conjoncture est pas si mauvaise que ça. Je sais que tous les économistes distingués, je sais pas ce que dira Patrick tout à l'heure, prédisent des choses terribles pour la rentrée. Mais c'est un peu comme en mai 2020, monsieur le maire, où annonçait le million de chômeurs, le mur des faillites, etc. J'étais un peu tout seul à dire, bah non, ça va pas se passer comme ça. Là, je suis assez prudent. L'activité est bonne dans beaucoup de secteurs. Et en fait, la différence se fait vraiment entre ceux qui arrivent à repasser, comme tu l'expliquais, Sophie, leur inflation entrante dans la chaîne de valeur. Le luxe, l'hôtellerie se portent plutôt pas mal, parce qu'il y a ce qu'on appelle un pricing power, donc la capacité à augmenter ses prix. Puis ceux qui ont de l'activité, mais qui sont contraints, parce que les contrats, donc le bâtiment, il y a des contrats de long terme, mais aussi la propreté, la sécurité. Entre parenthèses, l'État est assez schizophrène dans ces cas-là, puisque tout en nous disant qu'il faut augmenter nos salaires, il nous empêche d'augmenter les prix dans les contrats ou les appels d'offres qu'il fait. Donc difficile de se projeter. Et sur la question politique que vous me posez, on a d'un côté, moi j'étais en Allemagne lundi avec monsieur Scholz, la réaction des Allemands est assez étonnante, parce qu'il dit, en fait, finalement, vous revenez à ce que est le bon sens, c'est-à-dire représenter au Parlement l'ensemble des forces politiques, ce qui n'était pas le cas. Alors c'est vrai que nous, la Ve République, elle est jupitérienne, bien avant Macron, on n'a pas cette habitude-là, et donc on n'a pas l'habitude des discussions, on n'a pas l'habitude des discussions texte par texte, coalition. Peut-être que ça sera un bien pour la France dans la durée, je ne sais pas. Ce qui peut nous inquiéter à court terme, c'est que si on vote texte par texte, un peu ce qu'a raconté le président, si vous avez compris, moi pas tout à fait ce qu'il a expliqué hier, ça veut dire quand même que les textes de dépenses vont être plus faciles à faire passer que les textes de recettes. Et que la rigueur budgétaire, qui est déjà pas notre spécialité nationale, va peut-être pas être le marqueur des 5 prochaines années, en tout cas des années jusqu'à l'éventuelle dissolution. Bon, le MEDEF, dans ces cas-là, il a à réaffirmer une doctrine simple. On a besoin des entreprises pour créer de la richesse. On a besoin de plus de travail dans ce pays pour créer de la richesse. Surtout post-pandémie, où il y a quand même un consensus pour dire, même si on dépense beaucoup d'argent, il y a probablement des endroits où il faut encore dépenser de l'argent. L'hôpital, l'éducation et la défense. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Il faut la quantité de travail de ce pays. Et là, il y a 2 réponses faciles. Il y en a une qui est la réponse dure, et la retraite, et l'autre qui est la réponse qu'on aimerait tous avoir, c'est un taux de chômage à 3%. Je dis simplement ce qu'on oublie. Si on avait un taux de chômage à 3% ou un taux d'emploi à 75% comme les Allemands, on résout tous les problèmes de ce pays. Parce que tous les régimes sociaux n'ont plus de déficit. Alors, il n'y a qu'à Faucon. N'empêche que tous, dans cette salle, vous avez des problèmes de recrutement. Les seuls patrons que je rencontre en ce moment, quel que soit le secteur, qu'est-ce que la taille d'entreprise, qui n'ont pas de problème de recrutement, c'est ceux qui ne recrutent pas. Et c'est vraiment vrai que le chômage du département soit à 12 ou qu'il soit à 4. C'est un peu l'écart type qu'on a en France. Je crois que l'Hérault doit être à 12 et la Vendée à 4. C'est pareil, ils n'arrivent pas à recruter. Et c'est quand même la preuve que le marché du travail en France dysfonctionne pour plein de raisons qu'on va évoquer, le logement, la mobilité, la formation, l'assurance chômage. Et je me dis que c'est peut-être la seule priorité qu'on peut mettre pour ce gouvernement, c'est de faire une grande réforme du marché du travail, pas du marché au sens simplement fonctionnement, mais de toutes les contraintes à l'emploi. Voilà, j'ai été un peu long, mais c'est une réponse complète.
Non, mais je pensais effectivement que vous aviez une analyse un peu détaillée de cette situation. Par rapport au président de la République, ça fait 2 mois qu'il est élu. On ne peut pas dire qu'il se soit passé grand-chose, en tout cas en termes de décisions politiques pendant cette période. Il a évoqué quand même la constitution d'un conseil national de la refondation. On n'en entend plus parler. C'était début juin. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet? Ça, c'était avant dimanche soir. Oui. Vous voulez, on voit, je vais juste un peu dézoomer sur la question, mais on voit quand même que les démocraties occidentales fonctionnent de moins en moins bien. Parce qu'on a des difficultés dans notre pays, mais pas se tromper. L'Angleterre, moi j'étais à Londres la semaine dernière, l'Angleterre est un pays à cran. On a du mal à imaginer les tensions qu'il y a dans la société anglaise, entre le Nord et le Sud. Donc on a une difficulté à faire fonctionner un débat démocratique serein. Et les élections, au fond, ne sanctionnent pas un choix. Il y a tout de suite des contestations qu'ont fait les Gilets jaunes la dernière fois. Donc, trouver de nouvelles méthodes pour instaurer un dialogue, pourquoi pas. Ce qui me gênait énormément avec le CNR, je ne sais pas s'il va perdurer, c'est le coup on se retrouve à 70, que c'était le nombre prévu dans une grande salle, où chacun va lire un texte. Parce que c'est sûr que, pour être sûr, chacun va arriver avec son texte, sans jamais écouter les autres, parce que 70, on ne peut pas travailler. Ensuite, derrière, on sort sur le perron, on fait notre déclaration, et puis il ne se passe rien. Moi, j'aurais préféré un système où on choisissait quelques objets, quelques thèmes opérationnels qui font consensus. Le logement en est un. Je suis peut-être obsédé par le logement en ce moment, mais on a un problème de logement. On n'arrive pas à loger les gens qui veulent travailler chez nous. Les salariés habitent de plus en plus loin de leur lieu de travail. Ça leur coûte de plus en plus cher. C'est le premier poste, quand on parle d'inflation, de dépenses des ménages. Et dès qu'on est sur des revenus en dessous de 2 000 euros, la proportion est plus importante. Et on met autour de la table, non pas à 70 personnes, mais les gens concernés. Les gens du bâtiment, les promoteurs, les représentants des salariés, les maires, parce qu'il y a aussi des problèmes de permis de construire. Et on essaie de trouver des solutions collectives. Et on essaie de le faire au niveau territorial. Donc je ne sais pas ce que va devenir ce machin, si j'ose dire, post les résultats de dimanche. Mais l'idée de chercher d'autres solutions de débat démocratique n'est pas absurde, mais il faut le renvoyer à l'échelon territorial, d'une part, c'est là où se résolvent les problèmes, et sur des objets bien identifiés. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y a J'ai dit au président de la République mardi dernier. Je ne sais pas s'il m'a écouté, mais bon, en tout cas, je lui ai dit. On verra dans les prochains jours. Il y a beaucoup de monde à écouter en ce moment. Vous ne craignez pas d'ailleurs un changement de ligne politique du président de la République, vu la situation inédite qui s'est créée dimanche? Je ne sais pas ce que vous avez derrière la tête avec un changement de ligne politique, peut-être de ligne économique. Non, je ne crois pas. Ce qu'on a appelé la politique de l'offre, qui consiste simplement à faire ce qu'ont fait tous les autres pays européens avant nous, c'est-à-dire baisser les charges qui pèsent sur les entreprises pour leur permettre d'investir et derrière de créer de l'emploi, à fonctionner. Vous vous souvenez certainement du PINS qui avait été un peu caricaturé par certains, du million d'emplois. Le million d'emplois depuis 2014, depuis qu'on a finalement changé de cap, qu'on a préféré le producteur au consommateur dans ce pays, il a été largement dépassé. Je crois qu'on doit être à 1,6 million. Donc c'est une politique qui fonctionne. Donc il n'y a pas de raison d'en changer. C'est en aidant, quand je dis le producteur, on se comprend, le monde de l'entreprise, on lui permet d'investir. Ces investissements, comme disait Helmut Schmidt, c'est les emplois de demain. Et c'est ça qui crée de la prospérité collective. Alors Emmanuel Macron a rejeté pour l'instant l'idée d'un gouvernement d'union nationale. Est-ce que, sur le principe, ça vous paraît une bonne solution pour sortir de blocages éventuels ? Vous pourriez demander au maire de Grenoble, il vous répondra avec plus de talent que moi, mais je ne pense pas qu'on puisse faire l'union nationale entre Mme Le Pen et M. Mélenchon. Parce que leur programme, leur manière de voir la France, leur vision n'est pas la même. Il y a quand même, pour être peut-être plus négatif, ce qui sort de ces élections, c'est quand même une France fracturée, géographiquement. Quand on regarde bien la carte, la diagonale du vide, là où on a désindustrialisé le pays, là où les services publics ne sont plus là, etc., votent quand même massivement pour les extrêmes, et plutôt d'ailleurs Rassemblement national. Il y a une fracture qui concerne nos entreprises entre des cadres qui ont voté, je crois, à 70% pour En Marche ou Macron, et des ouvriers employés qui ont voté à l'inverse 70% pour le Rassemblement national. Donc il y a quand même des choses, et on voit des replis. Moi, quand je vois la Seine-Saint-Denis entièrement aux mains
de la France insoumise, et puis de l'autre côté, je crois que c'est la Haute-Saône, j'ai plus entièrement aux mains du Rassemblement national, on voit qu'on se replie sur un côté un peu identitaire, éventuellement communautariste. Et faire société ensemble, c'est compliqué. C'est devenu plus compliqué dans les démocraties. Donc, ça doit nous alerter. Et nous, dans les entreprises, je pense qu'on a un rôle à jouer là-dessus. Parce que ces conflits qu'on voit dans la société, à quelques exceptions près, on ne les voit pas dans les entreprises. Moi, je n'ai aucune remontée de difficultés religieuses, ethniques, de tensions dans les entreprises. Il y a sûrement, comme toujours, comme toute relation humaine, des problèmes. Mais l'entreprise est un lieu de consensus, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas un lieu où, encore une fois, comme toute organisation humaine, il peut y avoir des intérêts contradictoires entre les dirigeants, les actionnaires, les consommateurs, les salariés. Mais aujourd'hui, c'est pas ce qui remonte. Et d'ailleurs, les études montrent que l'image de l'entreprise est au plus haut depuis 50 ans. Nous, au MEDEF, on fait des études sur l'image de l'entreprise depuis 50 ans. Post-Covid, quand vous demandez en Français en qui ils ont confiance, l'entreprise, et grande et petite, d'ailleurs pour la première fois, l'écart s'est réduit, est un élément de confiance et de consensus de ce pays. Pour regretter d'ailleurs que peu de politiques aient parlé d'entreprise dans les deux campagnes qui se sont déroulées. On va avoir un nouveau gouvernement, c'est une histoire de jours ou de semaines, j'espère. Une fois qu'il sera formé, quelles vont être les priorités du MEDEF ? Vous êtes un peu dur pour le gouvernement de Mme Borne, là. Moi, je ne présage pas. Il est nommé, sauf erreur de ma part. Mais il y aura forcément un petit remaniement au minimum. Ouais. Les priorités, j'en ai un peu parlé. C'est de continuer la politique de l'offre, tout en accélérant la transition et en donnant les moyens d'accélérer. On en parlera en détail tout à l'heure. Prenons en compte aussi quand même la menace géostratégique. Ce qui est quand même nouveau, c'est la guerre en Europe. Finalement, qu'on aurait presque pu prévoir, parce que là aussi, je dézoome un tout petit peu. Depuis 10 ans, on observe quand même le recul de la démocratie dans le monde. Finalement, si je le dis avec des termes un peu comment dire, prétentieux, vous avez des pays qui se concentrent sur la volonté de puissance, la Russie, la Turquie, la Chine, pour qui la puissance, l'influence dans le monde est une volonté et qui sont soutenus par leurs nationaux. Et puis, vous avez le monde occidental qui, lui, finalement, a une volonté de bien-être, une volonté de consommer, mais plus de volonté de puissance. Et ça fait des tensions sous-jacentes qu'on voit. L'isolement de la Chine, il n'a pas commencé depuis un an. Hein. Il date d'au moins 10 ans. Et la Russie, on l'a vu se durcir petit à petit depuis au moins 10 ans, là aussi. Donc, ça nous pose des questions structurelles sur l'indépendance, sur l'autonomie. Bon, moi j'ai un peu changé la doctrine en arrivant au MEDEF en disant le mot souveraineté n'est pas un mot tabou, à condition que ce ne soit pas du protectionnisme idiot, mais que ça soit la volonté d'autonomie stratégique. On ne peut pas dépendre totalement, pour certaines productions, de certains pays dont on ne sait pas quel sera le devenir. Donc il y a un certain nombre de choses. Après, prenons en compte la donne politique, prenons en compte la majorité fragmentée, enfin relative, le fait qu'il sera difficile de faire voter des textes. Une des choses qu'on doit faire dans les jours qui viennent, je pense, c'est essayer de se dire quel est l'objectif réaliste de réforme, de proposition qu'on peut faire. Passer en revue en fait tout ce qu'on avait proposé pour la présidentielle et se dire, ben voilà, maintenant ça va être très difficile de faire voter des textes. Il y a des gens qui ont des objectifs contradictoires. Qu'est-ce que nous, entrepreneurs, qu'est-ce qu'on met comme but de guerre réaliste ? D'en parler avec Patrick Artus. Je pense que la formation est peut-être un sujet assez consensuel sur lequel on peut, en tout cas la formation permanente et la formation initiale, mais on est moins à la manœuvre, pour lequel on peut avoir un diagnostic commun. On est obligé de passer par un diagnostic commun. Je parlais du logement, de la mobilité au quotidien, mobilité longue durée, changer de région pour travailler. Il faut trouver des objets sur lesquels on arrive à avoir plus que les 289 députés dont on a besoin. Ça ne va pas être simple. Puis dernière chose, je pense que c'est aussi le temps des partenaires sociaux qui n'ont pas été terriblement mis en valeur dans les dernières 5 années. Moi, je compte bien, on a commencé, tendre la main à la CFDT pour essayer de voir là aussi, alors qu'on a des visions différentes du monde, du partage de la valeur, etc. Mais on est tous derrière l'entreprise. Est-ce qu'il y a des passerelles sur lesquelles on peut se mettre d'accord ? La formation, probablement. Donc il y a des moyens, des leviers qui peuvent
s'ouvrir par rapport aux habitudes que vous aviez Je au pense qu'on n'a MEDEF? pas le choix. Je veux dire, il faut prendre acte de cette situation. Il faut essayer de trouver d'autres chemins pour faire avancer les choses. Très bien. Alors, je vous avais dit qu'on pouvait prendre des questions dans la salle. Alors, le micro est là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut le faire passer, s'il y a des gens qui veulent profiter de la présence de nos deux présidents. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? C'est toujours la première qui est En la fait, plus il est très difficile. clair, Geoffroy, il n'y a peut-être pas de questions, tout simplement. Tu n'as pas fait préparer une question, Sophie. Normalement, il y a quelqu'un qui se Il y en a lève, toujours un qui se pose une question. qui a dû être préparé. Alors... Je vous n'ai pas cassé le moral quand même. Non, mais écoute, c'est très bien. Ça prouve que tu as été super clair. Et comme ça, on enchaîne sur la suite. Alors, mon délégué général est dehors avec la police parce qu'on a ce soir quelques troubleurs de fête qui sont là, qui empêchent certains adhérents de rentrer. Et donc, c'est pour ça qu'une grosse partie de mes troupes est dehors. Mais à la fin, j'espère qu'ils vont tous venir sur l'estrade, que vous puissiez les voir de plus près. C'est l'heure du Pierre, consensus t'as une question, aussi. Alors. Toi, non, question, tout va bien, Claire? Allez. Eh ben, on enchaîne. on va enchaîner. Merci